Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h43, merci d'être avec nous. Nous sommes ce matin avec Ségolène Royal, présidente de Désir de France, avenir de la planète et ancienne ministre et auteure du livre Résilience française aux éditions de l'Observatoire. Oui, bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Alors Résilience française, c'est un livre entre bilan et futur programme. Vous me direz tout à l'heure si vous êtes d'accord avec ça, parce que on va le voir dans un instant. Vous y dressez un parallèle entre les violences faites à la nature et puis les violences faites contre notre modèle social. Vous revenez beaucoup sur la manière dont le pays est dirigé aujourd'hui par Emmanuel Macron, les réformes maintenues par orgueil, c'est ce que vous dites pour certaines en tout cas, le mépris notamment pour les gilets jaunes. Alors aujourd'hui, il y a une nouvelle crise liée au coronavirus, pandémie mondiale, les États-Unis suspendent tous les vols avec l'Europe, l'Italie ferme tous ses commerces sauf l'alimentaire. Qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron et qui prend la parole ce soir ? J'attends d'abord des annonces fortes pour donner des moyens à l'hôpital public. Vous voyez, dès le mois de janvier dernier, j'avais tiré cette sonnette d'alarme en visitant l'hôpital de Marseille. Et puis de mois en mois, de semaine en semaine, vous avez vu le corps médical qui est même allé jusqu'à rendre ses blouses, ce qu'on n'a jamais vu dans l'histoire sociale de l'hôpital public. Des centaines de postes vacants, notamment chez les aides-soignants, qui sont des métiers très durs et très mal rémunérés. Et de toute façon, toute la chaîne médicale dans l'hôpital est mal rémunérée par rapport au travail qu'ils font. Et ce qu'on observe, c'est l'extrême dévouement de l'hôpital public. Vous voyez, ce sont eux qui, depuis le début de la crise, sont en première ligne. Ils ont donc arrêté leurs revendications, mais celles-ci sont toujours là. Donc il y a même un cri de désespoir qui a été poussé par eux il y a quelques mois, quelques semaines, et depuis il n'y a pas eu vraiment de réponse à cette réclamation, ni sur la revalorisation des métiers, ni sur l'aide au recrutement, ni sur des moyens massifs donnés à l'hôpital public qu'ils demandent. Et en plus, ces professeurs et ces médecins, lorsqu'ils ont écrit leur tribune, ne se sont pas contentés, comme ça parfois été caricaturé, de demander des moyens supplémentaires. Ils ont fait des propositions justement de bonne gestion de l'hôpital. Oui. Donc ça, c'est vraiment la première chose que j'attends ce soir d'Emmanuel Macron. Oui, mais alors ça, c'est un plan en parallèle peut-être face à la pandémie, parce que là, vous avez vu, l'OMS parle de pandémie mondiale. Donc est-ce qu'il faut aller beaucoup plus loin aussi dans l'ensemble en fait des mesures, le confinement, on parle du stade 3. La première chose, j'y reviens, c'est l'hôpital. Ouais. Pourquoi ? Parce que le premier risque, c'est l'hôpital saturé, c'est-à-dire des personnes, notamment des personnes les plus fragiles, celles qui ont déjà des maladies chroniques, parce que ce sont elles qui sont principalement touchées, sur lesquelles il n'y a plus de capacité d'accueil à l'hôpital, puisqu'on voit bien que l'Italie commence à manquer d'appareils respiratoires. Oui. Voilà, la seconde chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a une injustice entre les différents pays. C'est-à-dire, il y a les pays qui ont été transparents, qui ont donné l'information, qui ont disposé de kits de dépistage, qui ont donné les chiffres, l'Italie, la France, etc. Et puis d'autres qui n'ont rien dit du tout. Soit parce qu'ils n'avaient pas le kit de dépistage, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique, voilà. Ouais. Donc, et là, il faudrait la coordination aussi européenne. Bon, est venue quand même tardivement. Enfin bon, un peu trop tardivement. Est-ce que vous trouvez qu'on a eu un peu de retard à l'allumage, que ce soit en Europe et puis en France quand même? Dans le contexte, je pense qu'il est très difficile de critiquer. Ouais. Bon, chacun voit que au niveau européen, il y a eu un retard, mais l'important c'est ce qu'on fait aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Donc, ne nous démobilisons pas, ne nous divisons pas par rapport à ce qu'il y a à faire. Parce que je voulais quand même insister sur cette différence de traitement d'information qui a cloué au pilori l'Italie, la France et d'autres pays qui ne dépistaient pas. On a fait comme si la cartographie, comme s'il n'était pas atteint. Et même sur les chaînes d'information, c'est ce qui est passé. La seconde chose, je pense qu'il faut absolument rééquilibrer dans l'information, comme l'ont demandé les médecins maintenant depuis des semaines, et pourquoi ça n'est pas fait, c'est quand même très étrange, c'est donner aussi le nombre de personnes guéries. Parce que les médecins disent que 98% des personnes guérissent. C'est parfois plus anodin que la grippe. Ils rappellent aussi que la grippe tue entre 10 et 15 000 personnes par an. Donc j'espère que l'hiver prochain, les gens seront obligés de se faire vacciner, parce que vous avez encore des gens qui refusent de se faire vacciner, donc qui contaminent les autres. Donc il faut aussi que ces crises donnent une responsabilité, servent en même temps. Il faut bien sûr souhaiter qu'on en sorte rapidement. Certains médecins disent qu'avec le printemps, ça va faire comme la grippe, c'est-à-dire le virus peut effectivement s'affaiblir et s'éteindre, espérons. Sauf que dans certains pays chauds, évidemment, il n'a pas encore disparu aujourd'hui. Et puis qu'en Chine, on dit qu'il peut y avoir une évolution en même temps. On n'a pas trop de contrôle. On n'a pas d'information, mais la seconde chose, c'est qu'on voit aussi, notamment au niveau européen, la nécessité impérative
d'avoir des plans de recherche et des systèmes de coopération extrêmement rapides pour unir nos efforts financiers et pour ne pas laisser les laboratoires être en compétition les uns avec les autres pour trouver le vaccin. Vous voyez, pour surmonter finalement les égoïsmes nationaux, afin d'investir collectivement, mais ça c'est très difficile parce qu'il y a c'est des enjeux financiers aussi considérables. Vous imaginez le laboratoire qui va trouver le vaccin, c'est des enjeux financiers considérables. Donc il faut sortir des logiques financières pour aller vers une logique de bien commun de l'humanité. C'est ça qui est difficile. Mais c'est ça aussi que j'attends. Et vous le dites d'ailleurs dans votre livre, on a un petit peu oublié en fait tout ça avec la mondialisation, la financiarisation. Et là, cette crise, même s'il ne faut pas peut-être en tirer les leçons trop vite, mais c'est un peu cela aussi. Oui, on a oublié beaucoup de choses en route, quoi. On a oublié beaucoup de choses et surtout on paye les excès. Vous voyez, comment se fait-il qu'en Chine, on ait encore toléré des pratiques qui consistent à manger des animaux non vivants, pratiquement. Le pangolin, là, vous pensez le pangolin, la chauve-souris, même des singes, de la volaille. On ne les mange pas tous forcément vivants, quand même. Hein, mais quasiment. Mais c'est certaines espèces, quoi, c'est ce que vous dites. Quoi. Parfois vivants, en tout cas aucun cru. Et parfois vivants, parce que ça fait partie, soi-disant, des traditions. Mais comment se fait-il qu'un pays, sachant la mondialisation et la circulation importante du nombre de Chinois, ait encore toléré ces méthodes? Il va falloir aussi des explications et des prises de responsabilité par rapport à ça. Alors, dans votre livre, vous critiquez le gouvernement en fait, actuel, Emmanuel Macron. Malgré tout, là, ce matin, ce que vous dites, Ségolène Royal, c'est que vous appelez à une forme d'union nationale. Le temps n'est pas à la critique. Moi, j'aime pas trop ce mot-là. Hein, union nationale non, mais il faut garder... Vous savez, les Français sont un peuple mature et résilient, comme j'explique dans mon livre. Vrai, et d'ailleurs, c'est un choc supplémentaire, hein, cette crise. Donc, ce que j'écris dans ce livre, notamment sur la méthode de gouvernance, est totalement appliquée. Vous voyez, quand je dis qu'il faut de l'adaptabilité, c'est-à-dire évoluer en fonction des circonstances et pas rester aveugle, exiger des explications sur les décisions qui sont prises, ça me paraît extrêmement important. On ne va pas subir des décisions sans les comprendre. Et parfois, les décisions étaient prises donc il faut de la pédagogie, sans explication. Il faut donner les raisons des décisions. Vous voyez, si on veut qu'un peuple adhère aux décisions, il faut donner les raisons de ces décisions. Et d'ailleurs, dans le contexte de crise sanitaire, on voit à quel point a été dérisoire l'utilisation du 49.3. Vous vous rendez compte à quoi ça ressemble maintenant? On va aller au Sénat maintenant sur le... voyez, donc tous ceux qui disaient mais c'est dérisoire, comment est-ce que dans le contexte sanitaire, qui était encore moins grave qu'aujourd'hui, un gouvernement peut décider en force sur une réforme impopulaire, ils l'ont fait quand même. Ça, non, là-dessus, il n'y a pas d'union nationale. Donc il faut qu'un peuple garde aussi son esprit critique et ne pas être appelé à l'aveuglement uniquement parce qu'il y a une crise sanitaire. Ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux de se replier vers l'acceptabilité et l'infantilisation sous prétexte qu'il y a une crise. Non, il faut être solidaire des décisions prises, mais il faut exiger de la transparence et de l'explication sur les décisions qui sont prises, et notamment ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire tous les jours, le gouvernement qui a donné tous les jours le nombre de personnes atteintes, les médecins disaient, mais dites aussi qu'il y a des guéris. Qui donnait aussi le nombre de guéris et donnait aussi le profil des personnes qui ont perdu la vie. Eh bien, ils ne l'ont pas fait. Tous les jours, on a eu cette espèce de leitmotiv de course comme ça sur le nombre de personnes contaminées. Non, il faut une transparence et un équilibre et une précision. Il faut tout donner, quoi. Il faut tout donner, bien sûr. Mais alors, ça veut dire que les médias doivent changer aussi un petit peu leur façon de travailler, y compris dans cette transparence, quoi, aujourd'hui ou pas? C'est pas parce que le gouvernement ne donne pas les explications que les médias ne doivent pas les donner. J'aurais bien aimé que les médias écoutent plus les médecins et disent et demandent au corps médical. Les médecins ont la parole et donc ils peuvent le dire quand ils interviennent dans les médias. Ils l'ont dit, mais le gouvernement ne l'a pas dit. Et les tableaux de chiffres qui sont apparus sur les écrans encore hier soir ne donnaient que le nombre de décès sans préciser. Parmi ces décès, quel était le pourcentage de gens qui avaient déjà des maladies respiratoires et des maladies chroniques? On fait le calcul nous-mêmes. S'il y a 2200 personnes en fait, qui sont touchées, mais combien ont guéri? Mais on ne peut pas le savoir, parce qu'ils sont en quarantaine pour certains. Il faut attendre. Non, mais depuis le temps. Mais il faut parfois 14 jours. Oui, en quatorzaine. Mais donc attendez, il faut du temps, Ségolène Royal. Ça fait plusieurs semaines déjà. Oui, pour certaines, oui. Mais pas tous. Il y a beaucoup de gens. Mais écoutez, les médecins, il y a beaucoup de gens qui ont guéri. Puisqu'ils disent que 98% des gens ont guéri. D'une façon générale. Donc c'est important. Donc on devrait avoir uniquement le chiffre des nouveaux cas et dire, voilà, sur les anciens cas d'il y a 14 jours, voilà tel pourcentage de personnes qui ont guéri. Mais ça va un peu vite, là, en même temps, puisque vous avez vu la contamination. Mais c'est pas parce que ça va vite qu'il faut être globalisant, vous voyez, parce que ça permet
permet d'avoir enfin là, je pense qu'on passe un seuil, parce que là, il y a une accélération. Mais c'est très important, vu cette accélération, qu'on dise parfaitement bien les choses pour éviter les phénomènes de panique. Oui. D'un mot, parce que vous avez évoqué la politique tout à l'heure, est-ce qu'il faut maintenir les élections municipales dimanche prochain, aucune raison. sachant qu'il y a des endroits où on interdit les rassemblements, donc les rassemblements de plus de 50 personnes, de 100 personnes, dans des communes. Mais j'ai vu que certaines communes avaient pris la décision d'ailleurs d'allonger l'horaire de vote. Oui. Ça peut être une solution, justement qu'il n'y ait pas trop de comment dirais-je, de regroupement d'engorgement dans les bureaux de vote. C'est tout à fait possible, ça. Oui. Ça peut très bien être. En tout cas, pour vous, il faut les maintenir. Ah oui, il n'y a aucune raison de ne pas maintenir les élections, oui. Oui. À ce stade d'information, bien sûr. Hein, oui, parce l'on a, oui. Oui. On peut démultiplier les bureaux de vote, c'est parfaitement organisé. Vous voyez, je pense qu'aussi, face à l'urgence, il faut développer l'intelligence collective des gens et l'adaptabilité, ce que je mets dans mon livre. Oui, dans votre livre, c'est ça. Vous dites que l'adaptabilité, la coopération plutôt que les décisions verticales, ça s'applique, parce que ça s'applique. Ce que j'essaye d'identifier à toutes les formes de choc, de brutalité sur la société. Donc, une crise sanitaire, c'est un choc. Donc, vous voyez, les leçons d'expérience que je retire de la façon de gérer, l'adaptabilité, c'est on adapte la décision. La coopération, plutôt que la hiérarchie verticale, c'est expliquer aux gens pour les associer aux décisions qui sont prises, c'est quand même très important. Dessiner un horizon, c'est-à-dire fixer l'objectif à atteindre. Très souvent, il y a des réformes qui nous sont balancées. Pardon de cette expression, mais c'est quand même qui est ressenti, sans nous dire quel est l'objectif recherché, on ne sait pas. Vous dites qu'Emmanuel Macron a maintenu des réformes par orgueil. Ah oui, mais il n'est pas le seul d'ailleurs. On voit très souvent ça chez les responsables politiques. On l'a dit, on l'a fait, on ne recule pas. Comme si reculer, c'était être affaibli ou et vous avez reculé en fait quand il fallait le faire. Oui. Et je pense que pour les femmes... Les cotaxes, c'est ça ? Les cotaxes, par exemple, mais bien d'autres décisions que j'ai réadaptées en fonction de la façon dont elles avaient de l'impact sur le corps social. Il faut écouter le corps social parce qu'il réagit à quelque chose. Donc s'il réagit, il faut réadapter la décision. C'est comme quand on élève des enfants, on prend une décision, sur les gilets on voit jaunes, que ça ne va pas trop, ou dans l'éducation c'est pareil, on voit que la réaction n'était pas celle qu'on avait imaginée, on réadapte les choses. C'est ça l'intelligence émotionnelle. Vous voyez. Et quand il n'y a pas d'intelligence émotionnelle, quand il y a juste une poussée là, de machisme, je dis de testostérone, on l'a dit, on le fait, mais non. Ça, c'est que la particularité des hommes. Ah oui. Beaucoup. Regardez, il y avait des historiens ont analysé même les mécanismes de déclenchement des guerres. Vous avez 3-4 hommes dans une salle, là, qui disent allez, on va y aller, quel est le plus musclé Et puis celui qui dit ah bah non, faut peut-être pas faire ça, il passe pour une mauviette. Donc il y a même plus de discernement. Mais combien de fois je l'ai vu, même dans les quinquennats précédents. Il faut de l'autorité, de la fermeté, vous aussi. Mais ça a été pareil sur la loi El Khomri ou sur la fusion des régions. Je me souviens, je dis mais pourquoi vous faites ça ? Ah bon, on sait pas, il faut réformer. Je dis écoutez, non mais réfléchissez 2 secondes quand même. Alors question de Cécile de Ménibus, Ségolène Royal. Je rappelle que vous êtes avec nous jusqu'à 8h20. Oui, moi dans votre livre, vous revenez sur le sondage Elab sur l'image d'Emmanuel Macron aux yeux des Français. Il dit autoritaire, arrogant et inquiétant. Et puis un petit peu plus loin dans votre livre, je cite, vous dites il y a d'autres grandes difficultés de l'action publique, c'est cet écart qui persiste entre le regard critique que les citoyens posent sur les politiques et le ressenti des politiques qui se dévouent au quotidien et qui font pas mal de sacrifices. Est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron et vous et les politiques sont mal compris ou incompris ? Disons qu'il y a eu une dégradation de l'exercice de la politique qui est devenue beaucoup plus difficile parce qu'il y a une suspicion. Vous voyez, à l'égard des politiques. C'est-à-dire que lorsque un responsable politique se comporte mal ou devient délinquant et condamné, les gens se disent ils sont tous pareils. Lorsqu'un boulanger fait du mauvais pain, les gens se disent pas tous les boulangers font du mauvais pain. Les responsables politiques, oui, ça marche comme ça. Pourquoi ? Parce que on a le privilège, et c'en est un, d'être dépositaire d'un pouvoir politique, c'est-à-dire de décider au nom de l'intérêt général, au nom des autres. C'est une responsabilité noble, éminente, extraordinaire. Et en contrepartie, donc, on exige de nous la perfection. Et voilà, il faut en tenir compte. Et quand on continue la politique au lieu d'aller dans le privé, etc., c'est dur. C'est dur parce qu'on se dit, ce sont des choix qui sont pas évidents. Donc ça veut dire qu'il faut relativiser sur le côté autoritaire d'Emmanuel Macron aussi. Non, ça n'a rien à voir.
Bon, allez, on va poursuivre. On poursuivra dans quelques instants. Dans quelques minutes, Ségolène Royal. Non, mais c'est intéressant. Présidente de Désir d'avenir et auteur, évidemment, de Résilience française. On va y revenir. C'est de la méthode auquel vous parlez. On y reviendra. Résilience française. Sauvons notre modèle social. J'ai dit, vous faites le parallèle entre la destruction aussi de la nature et puis la destruction de notre système et de notre modèle social. On y revient tout à l'heure à 8h15 et il y aura Françoise de Gaulle, Elisabeth Lévy qui vous poseront également quelques questions. Voilà, restez avec nous. 7h58, c'est le Grand Matin Sud Radio. Bienvenue. 5h10, le Grand Matin Sud Radio. Le plus de PAP, sans hésitation, que vous soyez des spécialistes de l'immobilier. On était convaincus qu'en passant par PAP, nous trouverions des acheteurs sérieux avec un vrai projet. Vous aussi avec PAP et son coaching IMO, vendez votre logement en bon prix et sans commission. PAP, partenaire de Réponse de Pro, chaque samedi de 9h30 à 10h sur Sud Radio. Chez Leroy Merlin, vous garantir le bon achat, on y travaille tous les jours. Alors quand vous nous dites... Pour le sol, on est en train d'économiser. On préfère investir dans quelque chose de durable plutôt que de tout devoir refaire dans 5 ans. On vous répond, plus besoin de se serrer la ceinture. Toute l'année, on vous propose le sol stratifié Artens du Dusa à seulement 9,95 € le mètre fait. Le Grand Matin Sud Radio, 5h10. Patrick Roger, Cécile de Mélibus. 8h12, merci de votre fidélité au Grand Matin Sud Radio. C'est la suite du petit déjeuner politique avec Ségolène Royal ce matin, présidente de Désir de France, Avenir de la planète et ancienne ministre et auteur de ce livre Résilience française aux éditions de l'Observatoire. Oui, rebonjour Ségolène Royal. Bonjour. Pour les auditeurs qui nous rejoignent, j'ai appris au passage que vous êtes mis au yoga, hein, c'est ça, parmi la résilience, c'est ça? Oui, j'ai des exemples de résilience. Des exemples de résilience, parce que il faut savoir aborder en fait les épreuves. Oui, et ça en fait la partie. Et les digérer. Il faut savoir comment les surmonter, comment... c'est le sens même de mot résilience. Ouais. Comment retrouver un équilibre après des chocs importants. Voilà, donc il y a la maîtrise de soi, je pense déjà. Le yoga donne une forme de maîtrise, de concentration sur des flux positifs. C'est très philosophique ce livre. Hein. Oui, vous avez raison. C'est un livre de sciences politiques. Oui. Et cette comparaison entre les chocs que subit la nature, que j'ai vu en tant que présidente de la COP 21, et que je connais pour avoir connu tous ces sujets-là, et avoir rencontré des chefs d'État des pays insulaires, notamment lors de la conférence de Paris sur le climat, qui était en larmes quand même au micro et des Nations Unies et de la conférence de Paris, en disant mais nous c'est une question de vie et de mort, nous on va disparaître, donc dépêchez-vous de faire quelque chose contre le réchauffement climatique. Et on parle de villes résilientes, de pays résilients, c'est-à-dire ceux qui subissent, et les femmes subissent beaucoup plus violemment les dégâts climatiques. On ne le sait pas suffisamment, ça. Hein. Vous savez, dans les victimes des dérèglements climatiques, des ouragans, des inondations, des tempêtes, etc., 70% des victimes sont des femmes. Oui, bah, pourquoi ? Parce qu'elles portent les enfants, elles sauvent les personnes âgées, etc. Elles n'arrivent pas à grimper aux arbres quand il y a des inondations. Enfin, des choses toutes simples sur la formation au risque climatique. Et dans le cadre de l'accord de Paris sur les actions faites aux femmes, j'avais mis en place une action spécifique de formation des femmes dans les périodes de crise physique. On va y revenir dans un instant sur le nouveau féminisme aussi avec Elisabeth Lévy. Un mot, parce que lors du match hier soir, il n'y avait quasiment pas de supporters et de spectateurs, sauf Anne Hidalgo, qui était quand même. Anne Hidalgo qui est en tête dans ce sondage. Vous la soutenez, en fait, Anne Hidalgo, ou pas ? Oui, c'est ma famille politique, oui. Oui, c'est votre famille politique, quoi. Oui, bien sûr, oui. Elle est bien positionnée voilà, après, c'est aux électeurs. Elle a un bilan plutôt positif. Moi, je vais pas me prononcer. Je vote pas sur Paris, donc je vote sur Boulogne, mais je vais pas me prononcer dans le contexte. Mais oui, bien sûr, je la soutiens, oui. Mais quand vous l'avez dit très justement tout à l'heure, et je vous en félicite parce qu'il y a peu de journalistes qui le font, c'est que vous avez précisé le nombre d'indécis. Il y a quand même encore 30%. Bien sûr. Et quand j'entendais Ali va être élu par-ci par-là, ceux qui vont être... Mais non, il y a encore 30% d'indécis. Donc, et au cours d'ailleurs des précédents scrutins, tous les instituts de sondage se sont trompés. Le soir même, ils oublient immédiatement. Mais il y a des écarts invraisemblables parce que dans les sondages, devrait être obligatoirement publié en même temps que les sondages, le pourcentage d'indécis. C'est quand même énorme. Un électeur sur 3 qui ne sait pas encore comment il va voter. C'est vrai. Vous regrettez un peu parce que Anne Hidalgo, elle n'a pas voulu que vous alliez à son meeting, je crois.
Hein, je lui ai proposé de venir la soutenir. Ouais. Quand j'ai vu que Nicolas Sarkozy allait soutenir Rachida Dati, je me suis dit, je lui ai proposé de venir la soutenir, ne serait-ce que sur l'aspect environnement, écologie, environnement, présidente de la COP21, etc. Et pourquoi elle a refusé? Je pense que c'est son droit. Vous regrettez? Oui, bien sûr. Non, c'est son choix. Je pense qu'elle veut faire une campagne strictement parisienne et c'est parfaitement son choix. Oui. Non, je respecte tout à fait son choix. Autre question avec vous, Ségolène Royal, avec Françoise de Gois dans un instant, et Elisabeth Lévy. Elisabeth, posez votre question. Oui, on va changer de sujet, Ségolène Royal. Hein. Vous êtes une représentante en quelque sorte du féminisme à l'ancienne, hein, et pour moi c'est un compliment, c'est-à-dire d'un féminisme que je trouvais joyeux et conquérant. Et aujourd'hui, on voit apparaître ce qu'on appelle le nouveau féminisme. Alors on l'a vu récemment dans l'affaire Polanski, qui entretient quand même une espèce de grande confusion, qui est très vindicative, qui demande tout le temps des sanctions et qui n'est pas très joyeux pour finir. Et je vois quand même que vous les défendez un peu. Est-ce que vous n'allez pas dans le sens du vent, Ségolène Royal? Et ça, je le regrette. Alors, moi, sur le nouveau féminisme. Je suis pour un féminisme positif, comme je l'écris dans mon livre et dans le précédent. Je pense qu'on a besoin des hommes d'abord, si on veut vraiment accéder à égalité, aux responsabilités, à la dignité. Et en particulier, moi, je fais confiance aux nouvelles générations, parce que je pense qu'elles sont beaucoup plus égalitaires. Et je parle dans mon livre du basculement des pairs. C'est-à-dire quand les hommes ont découvert, grâce au mouvement MeToo, ce que les femmes subissaient, c'est-à-dire se dire mais c'est peut-être ma fille, c'est peut-être ma femme, c'est peut-être ma mère, c'est peut-être ma grand-mère, parce qu'il n'y avait pas d'âge pour le harcèlement sexuel. Ils se sont dit mais non, on ne veut pas non plus que nos enfants grandissent dans ce contexte, ça ne nous convient pas non plus comme société. Et avant, les hommes ne disaient rien. Ils restaient muets face à ces mécanismes. Et maintenant, ils nous défendent. Et dans certaines entreprises, je ne sais pas si vous avez vu, certaines grandes entreprises, quand il y a eu des journées pour l'égalité salariale, les hommes ont été aussi nombreux que les femmes à se bouger. J'ajoute que ce qui a été très peu noté, c'est que la France est championne en matière d'égalité dans les grandes entreprises. Il y a une étude sur le CAC 40, enfin sur l'équivalent du CAC 40 en Europe. La France arrive première. Alors vous savez, j'aime bien l'expression d'Alain Finkielkraut qui dit que les féministes d'aujourd'hui sont de mauvaises gagnante. Tout de même, non, parce que je suis pas d'accord, parce qu'il y a encore énormément à faire. Et quand vous disiez tout à l'heure que je les défendais, oui, je les défends parce qu'on a toujours besoin d'une avant-garde, sinon ça recule. Vous voyez, on a besoin de femmes provocatrices qui sans tomber dans la violence, quand même, qui expriment, mais qui expriment Virginie Despentes, on a besoin d'elle. Je pense qu'elle a écrit des choses sur le féminisme extraordinaires, Virginie Despentes. Oui, et aussi des choses terribles. Peut-être, mais c'est les excès nécessaires. C'est comme les luttes sociales. Vous voyez, s'il n'y avait pas eu de lutte sociale, et moi je me souviens dans la région Poitou-Charentes, quand il y a eu des ouvriers qui ont brûlé leurs machines parce qu'ils ne supportaient plus le licenciement, et ces salariés-là, finalement, ils défendaient leurs outils de travail, et il y en a d'ailleurs même que j'ai fait intégrer à mon équipe parce que j'avais compris leur souffrance. Et déménager, et voir des multinationales déménager de nuit les machines pour que le matin, les ouvriers arrivent sur le lieu de travail en étant moins qu'une machine, finalement. Ouais, c'est la brutalité. Il y a une révolte. Les premières féministes étaient quand même... Allez, question... elles ont été torturées, les premières féministes. Les suffragettes, on ne dit jamais assez, les suffragettes en Angleterre qui manifestaient pour avoir le droit de vote, elles ont été incarcérées, elles ont été gavées comme des oies, elles ont été torturées. Alors, la question, c'est Elisabeth Lévy qui me la sert sur un plateau. Est-ce que le temps d'une femme est venu pour la présidentielle? Vous êtes candidate. Et deuxième question, un peu plus vacharde, qu'est-ce qui fait que les gens auraient envie, bis repetita, de Ségolène Royal, dont ils n'ont pas eu envie à la fin, en 2007? Alors, question, réponse. Alors, réponse, peut-être qu'il faut plus de temps pour une femme. Ce n'était que la répétition en 2007. Oui, c'est comme Mitterrand, l'alambic, le cognac, on le passe 2 fois, c'est ça? On le passe 2 fois dans sérieusement, est-ce que vous pensez qu'il y a un désir d'avenir pour Ségolène Royal dans ce pays pour la présidentielle, objectivement? Je pense que le temps des femmes est venu, mais ça ne suffit pas. On ne se positionne pas en politique uniquement en étant une femme. Et je pense que le temps des femmes est venu. En tout cas, moi, ce que je ne veux pas, c'est, puisqu'on nous prédit cette confrontation Macron-Le Pen, moi, je ne veux pas être devant ma télévision le dimanche soir en voyant Marine Le Pen élue présidente de la République et en me disant, mais alors je n'ai pas bougé, je n'ai pas pris ce risque, parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est dur la politique. Moi je reste là, je reste en politique, je ne vais pas virevolter dans le privé en me disant, bah oui, s'il y a un espace, je vais revenir, puis je vais qui vous pensez à Najat Vallaud-Belkacem, par exemple? Non, c'est pas le sujet. Non, mais maintenant, vous voyez, il y a une confusion, entre le privé, l'élite financière et l'élite de l'État.
Ce que d'ailleurs Stéphane Hessel disait déjà, je commence mon livre d'ailleurs par cette phrase extraordinaire de Stéphane Hessel en 2008, et il écrit « Indignez-vous » en 2009, c'est-à-dire au moment où le modèle social français subit des coups de Nicolas Sarkozy, notamment le système des retraites, et il dit « Mais comment ça se fait qu'on nous explique ?» Alors qu'on a fait la sécurité sociale après la guerre, au moment où l'Europe était détruite, la France aussi, on crée la sécurité sociale et on nous explique aujourd'hui que l'État n'a plus les moyens de maintenir la sécurité sociale et même de l'améliorer, alors que la richesse n'ont cessé d'augmenter. Et il dit, c'est parce que l'élite financière a infiltré l'appareil d'État et met l'État au service de l'élite financière. Et c'est ce qui est exactement en train de se passer. Alors, donc ça, c'était entre bilan et programme, quoi. Donc il va y avoir un nouveau livre pour votre programme parce que vous allez y aller pour 2022. On verra. Il faut des forces autour de vous. Il faut des forces autour de vous. Mais c'est les électeurs, les forces. Oui, mais il faut aussi des soutiens. Oui, mais c'est pour ça que j'ai créé des Manuel Valls, qui veut revenir dans le champ politique en France, pourrait être un soutien, un allié. J'espère que tout le monde sera allié et soutien. Tout le monde sera allié et soutien, y compris Manuel Valls. Plus ils seront nombreux, mieux ce sera. Bon, Ségolène Royal, merci. Résilience française, sauvons notre modèle social aux éditions de l'Observatoire. Voilà, et j'ai promis à Michael Delafosse, candidat à Montpellier, de le citer. Et j'ajoute Nadia Pelfig à Toulouse. Oh là là, non mais attendez, ça va être décompté sur les temps de campagne. Bon, en tout cas, on les a reçus au micro Sud Radio la semaine dernière, évidemment. Voilà, Michael Delafosse. C'est pour dire que la relève à gauche est là. Bon, très bien. Merci Ségolène Royal d'avoir été notre invitée ce matin, invitée exceptionnelle évidemment. Dans un instant.